Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les enseignants sont à l'honneur ce lundi, le 5 octobre, est la date choisie pour leur rendre hommage, occasion pour la rédaction de s'interroger sur ce qui advient désormais de la vocation pour l'exercice du métier d'enseignant. Ce 5 octobre, c'est aussi la journée mondiale de l'habitat. Pour marquer l'événement, cette année, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable valorise les innovations et les résultats de recherche de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Et puis la deuxième édition du Festival du sport féminin a eu lieu. Cette initiative du Comité national olympique et sportif du Bénin veut donner plus de visibilité au sport féminin. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Bientôt, 3 tribunaux seront mis en service. Il s'agit de ceux de Comède, d'Assazoumé et Malanville. Les responsables devant y siéger ont été nommés en Conseil des ministres. À quoi répond cette décision du gouvernement? Le ministre de la Justice y répond au micro de Rachidat Biomama et de Michel Egbe. Cette loi prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Novo et Parakou, et 3 cours d'appel également, un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une troisième à Parakou. Aujourd'hui, l'état des lieux se présente comme suit. Nous avons 14 tribunaux de première instance, de première classe et de deuxième classe en service, sur les 28 qui sont prévus. Il reste donc 28 à installer. Les 3 dont vous faites état, à savoir Comé, Dassazoumé et Malanville, sont donc les 3 qui viennent s'ajouter au lot existant. Nous avons là pu mettre en service 3 nouveaux tribunaux à la faveur de la formation de nouveaux auditeurs de justice qui sont les magistrats que nous avons affectés en juridiction la semaine dernière, avec également les 100 greffiers qui étaient sortis d'école au début de cette année. Donc, la mise en place et la mise en service de nouveaux tribunaux répond à la volonté politique de doter les tribunaux en effectifs suffisants pour les faire tourner, parce qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas de bonne loi d'installer un tribunal sans qu'il y ait les effectifs suffisants. Et également, derrière, il y a une politique de construction des infrastructures pour accueillir les autres tribunaux, de telle sorte que, mettons, d'ici à 2 ans, avec les nouveaux éditeurs qui sont en formation depuis le début de cette année, plus les 100 que nous allons recruter d'ici au mois de décembre, nous aurons suffisamment de bras pour opérationnaliser les autres tribunaux qui attendent donc d'être mis en place. Nous devons dire également que la politique que nous faisons en ce moment consiste à installer des tribunaux frontaliers, parce qu'il arrive que les conflits entre nos compatriotes ou avec d'autres étrangers le long de nos frontières soient exportés pour être jugés dans d'autres pays. Nous avons également comblé un vœu du législateur que la commune de Dassa est le seul chef-lieu de département qui n'a pas de tribunal. Donc nous allons donc installer, avec les mutations actuelles, un tribunal à Dassa, et puis les tribunaux frontaliers de Comé,
qui va jusqu'à Ilakondi pour ce qui concerne sa compétence territoriale, et le tribunal de première instance des Incas de Malanville. Et nous avons nommé récemment 76 magistrats, donc nouveaux magistrats, et puis les mutations qui ont été opérées récemment ont concerné environ 200 magistrats qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de mutations d'envergure, mais pour combler le vœu d'efficacité du président de la République qui veut que tous les tribunaux soient également dotés en nombre suffisant de personnel judiciaire. À l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable met en lumière les innovations et les nombreux résultats de recherche de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Des matériaux locaux pour un habitat décent, c'est bien possible au Bénin. William Choki, Daniel Ada. Le coque de noix de palmier, c'est un résidu agricole issu de la production des palmiers à huile. Donc c'est un déchet. Ici, vous avez un béton à base de ces déchets-là. Et c'est ces déchets qui remplacent les graviers. Donc on n'aura plus besoin à utiliser les graviers dans le béton. Un doctorant de l'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, en pleine présentation des résultats de recherche. Les coques de noix de palmier sont utilisées dans le béton bitumineux, ce que nous appelons vulgairement goudron. Donc c'est un goudron qui est fait, un béton bitumineux qui est fait à base des coques de noix de palmier, ces déchets-là. Une immense mine d'or d'innovation. Nous avons fabriqué les entrevous à base de la terre de bar et des pailles de riz, mélangées avec des produits naturels issus de la fabrication du beurre de karité ou de la moutarde. Des résultats de longues années de recherche qui sommeillent ici à l'EPAC. Ça, c'est un produit réalisé à base, mélangé avec un résidu de beurre de karité, qui est un déchet qu'on jette généralement. C'est vrai que nous sommes assis sur une grosse mine d'or. Nos populations savent déjà manipuler ça. Simplement, nous voulons donner donc quelques indications techniques et puis donc on va obtenir un matériau moderne pour construire moderne. Des matériaux locaux pour des habitats de qualité, l'isolation thermique, la durabilité, le coût, tout est pris en compte pour un logement décent. C'est déjà un plus pour nous qui n'avons pas de gros moyens pour construire nos maisons. Donc, il suffit simplement d'aller vers ces recherches, vers ces découvertes qui ont été faites par nos professionnels et les mettre en application. Au niveau du Bénin, la réglementation prévoit dans toutes les constructions que nous avons au niveau administratif de mettre au moins 25% de matériaux locaux dans ces constructions. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'en est pas là. À la faveur de la Journée mondiale de l'habitat, le ministère du Cadre de vie, en collaboration avec celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, veut mettre la lumière sur toutes ces innovations. L'organisation d'une journée porte ouverte sur les résultats des travaux de recherche effectués dans le domaine des matériaux locaux de construction vient à point nommé car elle permettra à nos concitoyens de milieux de connaître les résultats des recherches de nos différents laboratoires et de prendre conscience des potentialités dont regorge notre pays pour son développement. D'innombrables résultats de recherche non encore exploités. Le pont pour l'utilisation de tout ceci vient d'être créé et le ministre du Cadre de vie entend en profiter au maximum. Tout le Bénin est en chantier. Vous avez vu comment le PAG se déploie. Je crois que, comme on le dit en Afrique, c'est peut-être le soleil de l'EPAC et de la recherche au Bénin qui s'est levé. Il faut que nous en profitions. Un coup de pouce pour les différents chantiers du PAG. Construire des routes, des logements avec des matériaux locaux, améliorer l'environnement urbain à moindre coût.
ONU Habitat célèbre donc ce 5 octobre la journée mondiale de l'habitat, occasion exceptionnelle de réfléchir à concevoir aujourd'hui l'habitat de demain, un habitat actuellement menacé par le coronavirus, un virus qui impose de disposer du minimum. Mais alors, comment régler la question de la promiscuité dans les habitations précaires? Sénandé Serge Ayaka et Evariste Zomaou sont allés à Plakodi, le plus vieux quartier de Cotonou. Reportage. Anani regagne sa maison après une longue matinée de travail. C'est une bien modeste demeure, ici au quartier Plakodi-Plage, réputé pour ses habitations misérables et sans hygiène. On est convaincu. Oui. Personne n'est à l'aise. À Plakodi, la maison a ses codes. C'est le précaire, parfois au-delà de l'entendement. Ici, la maison met au jour la vulnérabilité des populations et l'insalubrité dans laquelle elles vivent. Les maisons sont sans mesure. Aujourd'hui, là, il y a d'autres qui dorment dans leur maison et d'autres sont à l'air libre. Mais selon les spécialistes, une maison est bien plus qu'un simple toit. Donc une maison, c'est un lieu où vous pouvez dormir, avoir vos soins en matière d'hygiène, vous devez pouvoir y manger, vous devez pouvoir vous y relaxer. Donc c'est un espace vraiment qui doit réunir toutes les conditions vous permettant d'être à l'aise. Pourtant, Plakodi, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux quartier de Cotonou, avec son phare, ses maisons coloniales et l'embouchure à proximité, est encore loin de s'inscrire dans ce registre. Visiblement, la croissance économique n'a pas suivi la croissance démographique. Conséquence, le manque de services de base est criard. Le monde vit une grande détresse qui est liée à un manque criard de logement. Quand je vois des taudis, mon cœur pleure. Parce que je ne comprends pas que dans un pays ou dans une région ou dans un espace donné où des êtres humains évoluent, c'est insupportable. Et le Covid-19 qui se répand montre à suffisance les limites des maisons actuelles et fait réfléchir l'architecte. Nous devons désormais réfléchir d'une manière à accompagner déjà nos municipalités dans l'utilisation de l'espace. Il faudrait qu'on planifie déjà l'habitat et que nous puissions réussir à offrir déjà des espaces viables à nos populations. Le simple fait que vous concevez qu'on puisse mettre à l'entrée d'une maison un dispositif de lavage des mains indique déjà cette nécessité d'avoir une certaine hygiène qui soit un blocage à la pandémie. Donc en ce sens, la maison évolue, se transforme. Et la maison d'aujourd'hui, c'est déjà la maison qui va permettre éventuellement, si une personne est infectée, qu'on puisse l'isoler, qu'on puisse lui assurer quand même un certain niveau de bien-être tout en continuant de l'entourer de l'amour de la famille. Une urbanisation durable, c'est une planification efficace, des politiques et des investissements à grande échelle pour réduire les inégalités et la pauvreté. Nous sommes en plein dans cette nouvelle réalité qu'est en train de décliner le gouvernement actuel dans la mesure où nous avons un PAG. Je constate simplement une réalité. Vous m'excuserez, mais quand aujourd'hui je vois des espaces asphaltés avec des épaisseurs de 30 cm, je suis désolé, mais j'en ai rarement vu dans mon pays. C'est pour dire que cette notion de taudis doit être prise à l'aune des efforts qui sont réalisés aujourd'hui pour impulser un nouveau développement. Le logement, un droit humain, un catalyseur pour tous les autres droits fondamentaux. En attendant de le satisfaire, Anani se console de ce qu'il a. Mais il rêve de voir Plakodi devenir un jour un centre d'opportunité pour ses enfants et ses petits-enfants. Ce 5 octobre, le monde célèbre aussi les enseignants pour leur sacrifice et pour leur mérite. Occasion saisie par la télévision nationale pour s'interroger sur ce qui advient désormais de la vocation pour l'exercice du métier dans une société où tant de gens se retrouvent enseignants par contrainte. James William Pakiti. Je dirais que ce n'est pas vocation. Déjà, quand j'étais en seconde,
J'étais passionné par la manière et les façons dont mon professeur des SVT faisait son cours. Le métier, j'ai vu que le métier, c'est passionné, donc je me suis lancé dedans. L'enseignement, ce n'est pas un métier donné à tout le monde. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas envie de le faire, vous risquez de sacrifier des générations. Alors moi, j'ai choisi l'enseignement par passion. Quand vous y allez par vocation, vous travaillez correctement, on vous apprécie mieux. Vous donnez le meilleur de vous-même pour former les citoyens de la nation, pour façonner l'homme pour le devenir de cette nation. Je suis là par vocation. Je vais dire que je suis venue dans l'enseignement par vocation, parce que mon papa fut un enseignant du collège. Donc, en le voyant travailler, bon, nous avons pris le goût. Nous sommes au moins 5 de ces enfants qui sont devenus enseignants. Presque tous affirment devant la caméra être arrivés au métier d'enseignant par vocation. La vocation dans le cadre de l'enseignement est une vocation toute particulière. Je dirais tout court que c'est un sacerdoce. Pourquoi? Parce que l'enseignant est en relation avec des âmes sensibles qui sont en formation. Vous avez affaire à de petits-enfants ou à de jeunes adolescents qui croient en vous. Et vous êtes un modèle pour eux. Et pourtant, chaque famille béninoise compte son jeune diplômé qui, en attendant d'obtenir l'emploi auquel il se destine, s'est converti à l'enseignement. Puis, vient la conscience de la responsabilité dont la société charge celui ou celle qui apprend ce qu'il faut savoir aux plus jeunes. Les enseignants qui sont sous mes ordres au CG Kansouka, sans vous mentir, toutes disciplines confondues, sont des hommes très dévoués à la tâche. Il y a des gens qui sont arrivés par accident, comme on le dit, mais ils y sont et ils constatent qu'ils aiment le travail, même sans s'en rendre compte. C'est au fil des années, ils constatent que ils aiment les enfants, les résultats sont bons, les apprécient, et comme ça, certains arrivent à aimer finalement le métier. Dès le début, je n'ai pas la formation d'un enseignant. C'est vers les années 1988, donc il y a des difficultés pour faire le recrutement dans la fonction publique. Alors donc j'ai fait des formations de mathématiques, j'ai fait le MP pour avoir alors un diplôme de licence en mathématiques en plus. Et c'est par la suite alors que j'ai commencé par exercer le métier de professeur de mathématiques. J'ai finalement aimé la matière et c'est ça que je fais jusqu'à maintenant. On peut commencer un métier sans l'aimer et finir par l'aimer. Ça peut être comme une histoire d'amour. Tout simplement parce que la satisfaction que l'on y reçoit en fin de compte est beaucoup plus une satisfaction morale que pécuniaire. Toutefois, tous ne se font pas à l'idée de rester enseignants et cela se ressent dans les attitudes et dans les résultats. Ils ne se donnent pas, si vous ne faites pas gendarme derrière eux, il faut les rappeler alors tout le temps, vous ressassez les mêmes choses. Il faut les forcer en quelque sorte pour qu'ils donnent quelque chose de bien. Donc là, on sent que ceux-là, c'est juste par accident qu'ils sont arrivés. L'enseignant est le miroir de la société. Dans toute chose, si vous faites quelque chose qui n'est pas d'une vocation connue et certaine, vous ne pouvez pas être un bon enseignant. Plusieurs raisons expliquent le fait que le métier d'enseignant soit désormais de plus en plus un exutoire plutôt qu'une vocation première. La plus importante, c'est le sous-emploi, mais dans la pratique, il en existe d'autres également. Revenus insuffisants, salles de classe délabrées, effectifs pléthoriques, moyens inadéquats, manque de reconnaissance de certaines communautés, familles ou personnes, baisse constante du niveau de l'apprenant. Nombreux sont ceux qui viennent dans l'enseignement, pas pis-aller, parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Au finish, sincèrement parlant, je suis déçu. Je suis déçu en fonction du traitement qui se fait de l'enseignant béninois. Arrivés au métier par passion ou par raison, ils forment les cadres, les acteurs politiques, les décideurs, les citoyens. L'hommage que leur rend la communauté internationale le 5 octobre est mérité, mais leur mérite va bien au-delà.
Akandi, Wenceslas Aroimon et Aziza Lagbe ont rencontré une enseignante passionnée. Il s'agit de Miranda Idou Daouda qui a partagé avec eux son quotidien. Regardez. La journée de Miranda Idou Daouda commence très tôt. Par beau ou mauvais temps, le devoir appelle l'enseignante. La trentaine, l'institutrice répond avec abnégation. 32 km environ à avaler chaque matin et chaque soir. Avec ses dizaines d'années d'expérience cumulées, Miranda nous affirme qu'enseigner était pour elle un rêve. Pour la petite histoire, mon papa fut instituteur, il est maintenant à la retraite. Bon, quand je le voyais corriger les cahiers à la maison, en tout cas j'avais la passion. J'ai dit, mais moi-même, j'irai vers ce métier pour voir comment ça se passe. Après les études, j'ai expliqué ça à mon père, je suis partie faire l'ENI. Et après l'ENI, le gouvernement avait lancé un concours, j'étais admise et me voilà aujourd'hui institutrice. Et j'en suis fière. Institutrice, mère de 3 enfants et femme au foyer. 3 statuts difficilement conciliables. C'est pas facile de finir avec les travaux domestiques à la maison, préparer pour les enfants avant de se mettre en route pour le service. C'est pas facile, mais j'arrive à m'en sortir, j'arrive à gérer ça. La situation impacte quelque peu le quotidien de ses enfants. Quand je reviens, je me sens seule parce qu'il n'y a personne. Je me sers la nourriture, je mange, puis après j'apprends mes leçons. De la rigueur et de la méthode sont entre autres les secrets de la directrice de l'école primaire publique de Fouré. À 5 heures déjà, je suis sur pied. Parce qu'il faut que je fasse le petit déjeuner des enfants et le déjeuner avant de prendre la voie. Et à 6h30, je prends la voie et à 7h30, au plus à 7h30, je suis à l'école. Je passe les midis ici. C'est bien, bon pour lui. On fait les avoirs. Depuis des années, elle a à plusieurs reprises marqué 100% de réussite au certificat d'études primaires, dont 7 retenues pour prendre part au concours du Prytanée militaire en 2017. Là où elle travaille, c'est loin. Moi-même, là où je travaille aussi, est loin. Donc, le matin, quand elle finit la cuisine, elle montre la nourriture aux enfants. S'ils reviennent à midi, comment ils vont gérer avant que nous-mêmes on ne revienne le soir. Donc on se rencontre tous le soir. Vraiment, si ce n'est pas une bonne éducation, les enfants là ne peuvent pas arriver. Et en classe, je pense qu'ils font partie des meilleurs. Si ces enfants-là réussissent, je peux dire que c'est à cause d'elles. L'absence d'un collège pour ces enfants à Fouré serait l'une des difficultés qui empêche la directrice d'école d'y résider. Merci à Aziza Lagbe et à Wenceslas Aroimon. La réduction de la pauvreté au Bénin par le développement de l'agriculture n'est plus de l'ordre des promesses du gouvernement en attente d'être tenues. Le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et une délégation de patrons d'entreprises étaient dans les départements du Zou et des Collines. Objectif, lancer le projet de développement des espaces irrigués en milieu rural. James William Bagidi, Bernal Topé. Les projets passés ne se ressemblent pas et les époques ne sont plus les mêmes. Gaston Dossoui a de quoi être péremptoire. Le ministre de l'Agriculture vient annoncer une nouvelle longtemps attendue aux habitants de Bamé, village de la commune de Zayanando dans le département du Zou, réputé pour la fertilité et la productivité de ses sols. Les capacités de la localité vont encore s'améliorer avec le lancement sur place d'un lot de travaux entrant dans le cadre du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural. Bamé, oui, un village célèbre. Regardez simplement autour de vous le paysage pittoresque que nous avons. Des palmiers de très haute taille qui continuent de produire. L'eau y est, le sol est fertile, les conditions sont bonnes. Et c'est pour cela qu'il y a 2 ans, nous avons eu à mettre en service un périmètre de 60,9 hectares avec surface utile de 54 hectares au profit des communautés ici. Il y a 1 an,
Nous avons fait aménager par le projet Payavo un périmètre de 3 hectares strictement pour le maraîchage. Nous voilà encore revenus sur un ancien périmètre que la coopération technique chinoise avait pu mettre en valeur ici, mais délaissé depuis une quarantaine d'années, que nous allons réhabiliter sur 45 de nos hectares. Vous avez la chance, sur 300 hectares, avec maîtrise totale d'eau, d'avoir 45 pour votre village. Le ministre de l'Agriculture tient au strict respect des délais prescrits aux entreprises et à la qualité des travaux à elles confiés. Je ne sais pas poser de pierre. Je suis venu ce 2 octobre installer l'entreprise pour, dès la semaine prochaine, démarrer les travaux et me livrer en 240 jours maximum. Non seulement il faut se presser pour le faire, mais il faut le faire en qualité. Zone de concentration donc des investissements gouvernementaux dans le secteur agricole, la commune de Zayanando, par la voix de sa première autorité, accueille la nouvelle de l'arrivée du PDPIM avec reconnaissance. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour les diverses interventions des projets agricoles dans la commune tels que Padma, Payavo, Akma, Padam et bien d'autres qui viendront, j'en suis certain. Les dites interventions contribueront à réaliser à terme la vision clairement définie dans le PDC 3e génération par les filles et fils de Zayanando. De la reconnaissance et de la ferveur populaire, Gaston Dossoui et sa délégation vont encore en susciter quelques dizaines de kilomètres plus loin, à Gonsoué, village de la commune de Dassazoumé. Ici, c'est la mise en place d'un périmètre de maraîchage de 4 hectares, irrigué par le biais de 2 forages positifs qui est envisagé à très court terme. Nous sommes dans le socle. C'est pour cela que nous sommes bien obligés de porter des gants. On pourrait se contenter d'un seul forage, s'il est bien positif, mais nous allons en faire 2 ici. Et une fois les forages positifs obtenus, on va amorcer l'aménagement en pleine saison sèche. Mais tout ça, je veux recevoir de vous en 3 mois. Il faudrait qu'à partir de janvier, les gens puissent planter ici et tester ce que vous aurez installé. La reconnaissance s'exprime aussi en mots. Notre respectable ministre ne cesse de se battre pour le développement de notre pays. C'est un homme déterminé. Je ne peux que le féliciter et le remercier. 1000 hectares de terres aménagées avec maîtrise partielle de l'eau, 300 hectares avec maîtrise totale de l'eau, 50 hectares de périmètre maraîcher, 200 hectares de terres dégradées à régénérer, 4 retenues d'eau à but agro-pastoral, 40 forages positifs, 30 magasins de stockage, 55 aires de séchage, 40 km de pistes d'accès. Le projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural, financé par la Banque islamique de développement, est pour le moins ambitieux. Il devrait, en se concrétisant, contribuer à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, à la lutte contre la malnutrition, voire à faire du Bénin un plus grand exportateur de denrées vivrières. En fin de mandat, nous ne voulons pas laisser des éléphants blancs. 3 malfrats dans les mailles de la police dans le département des Collines. Ils seraient à l'origine de plusieurs braquages et agressions. Ils ont été arrêtés pour avoir enlevé 2 jeunes chasseurs peuls et ont demandé une rançon de 15 millions de francs CFA. Ils ont été présentés à la presse. Cyprien Lokossou, Kadnel Kapou. Les 3 individus relativement jeunes ont été présentés à la presse avec leurs munitions, des fusils de chasse, des pistolets de fabrication artisanale, des couteaux et des téléphones portables. C'est presque un film de kidnapping qu'ils ont tenté de mettre en action, mais la police les a maîtrisés. Quant au papa, il dit ce lundi soir, il a appris que ses enfants sont allés tuer la pèderie. Mais toute la nuit, les enfants ne sont pas revenus. Ils se sont mis à chercher les enfants. Le mardi, vers 10h30, 11h, il reçoit l'appel des ravisseurs qui lui réclamaient 15 millions. De 15 millions, ils sont revenus à 10 millions et il s'est porté au commissariat pour la déclaration. Là, la police s'est mis en branle. Le phénomène d'enlèvement prend de l'ampleur dans les départements du Zou et des Collines.
Mais les hommes en armes se sont organisés pour la riposte à travers une opération dénommée Tempête du Dragon des Collines. L'opération Tempête du Dragon des Collines, soutenue de bout en bout par le préfet et le directeur général de la police républicaine. Alors, le soutien de ces autorités nous a permis, n'est-ce pas, de traquer dans les forêts, sur les axes routiers, partout, ces vils individus qui empestent la sérénité et la quiétude dans le département. À ceux qui continuent de se comporter ainsi, en interpellant les gens sur la voie, en les enlevant, pour commencer par exiger du rançon, qu'ils sont suivis sérieusement et qu'ils doivent rebrousser chemin. Ils doivent laisser ce comportement de plus en plus qui se développe sur notre territoire, où on enlève les gens, on commence par demander de rançon. Ils doivent savoir que c'est fini ça. L'opération Tempête du Dragon des Collines a commencé à porter déjà ses fruits. 3 scènes d'enlèvement ont été déjà déjouées et les victimes ont été libérées sains et saufs par la police, et ceci sans remise d'aucune rançon. 11 suspects ont été arrêtés et les 3 qui ont ouvert le feu sur la police ont été neutralisés. Le préfet appelle à la vigilance. On parle à présent de la 2e édition du Festival du sport féminin. C'est une initiative du Comité national olympique et sportif du Bénin. Ce festival vise à donner plus de visibilité au sport féminin. À cette occasion, samedi dernier, les femmes du mouvement sportif béninois ont été célébrées. Bruno Soali, Benjamin Denagnon, compte rendu. Un rendez-vous annuel devenu tradition pour ces acteurs sportifs. Un rituel du Comité national olympique et sportif béninois depuis 2 ans. Le Festival du sport féminin de plage, 2e édition, rime avec la célébration en différé de la Journée internationale de la femme avec, au devant de la scène, Julien Minavoa, premier motivateur des femmes actrices du mouvement sportif. Puisque je constate qu'il y a beaucoup plus de jeunes parmi vous, chères dames, sachez que c'est un parcours de combattants. Et ça, c'est ce que la nature vous impose, ça. Le parcours du combattant est quelquefois jonché d'embûches posées par vos pairs, vos autres collègues dames, vos autres collègues hommes, dans le même sport. Ici sont réunies toutes les catégories de femmes sportives, athlètes, footballeuses ou même haltérophilistes. Je suis professeur certifié d'éducation physique et sportive en poste au lycée technique professionnel de Porto-Novo. Pas question que le sport féminin soit placé au second rang. Les femmes membres du bureau exécutif des fédérations nationales mettent le curseur sur plusieurs thématiques et des recommandations. Pour donner de la visibilité à l'athlète elle-même, il faut qu'elle puisse d'abord se sentir athlète en donnant de l'importance d'abord à ce qu'elle fait. Si l'athlète elle-même ne se dit pas, bon, je suis appelée à être une femme sportive de haut niveau, personne ne pourrait faire sa promotion ou lui donner de la visibilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut que son milieu, son environnement immédiat puisse l'aider également. Et à travers ça, nous avons souhaité que l'athlète puisse créer un fan club, par exemple, depuis son lieu de naissance. Des thématiques abordées devant le représentant du président de l'Assemblée nationale et les membres du comité olympique. Si les femmes elles-mêmes prennent conscience de l'état dans lequel elles, pour certaines d'entre elles, ont pratiqué le sport jusqu'à là où ils en sont arrivés, et les plus jeunes, du parcours qu'il leur reste, qu'elles en prennent conscience et qu'elles sachent que quand on parle de défis, c'est lorsque vous êtes inscrit, par exemple, vous arrivez en terminale, votre défi c'est de pouvoir décrocher le bac. Cet atelier des femmes membres du bureau exécutif des fédérations nationales n'est qu'un pas en attendant qu'une loi soit votée pour booster le sport féminin au Bénin.
L'actualité hors de nos frontières nous conduit ce soir en Thaïlande et en France, où le préfet de police de Paris annonce que certains lieux publics, dont les piscines et les gymnases, seront fermés en petite couronne pendant 2 semaines. Axel Dancy. En Thaïlande, prison dorée pour les premiers touristes étrangers. Les touristes attendus sur le sol thaïlandais après plus de 6 mois d'interdiction vont vivre une quarantaine 5 étoiles. Mais ils devront se conformer à des règles de sécurité parmi les plus strictes. Cela sera confortable, même si j'ai peur d'être angoissé à cause de l'enfermement, a déclaré un touriste français à l'agence France Presse. Les autorités obligent les vacanciers étrangers qui devraient arriver au compte-gouttes dans les prochaines semaines à un isolement de 14 jours dans un hôtel spécialement aménagé afin de pouvoir prolonger leur séjour dans le pays. 2 tests de coronavirus, 28 prises de température, des médecins et agents de sécurité qui, depuis War Room, scrutent les chambres en permanence. Les employés ont suivi également une formation à l'hôpital et ont été dotés d'équipements personnels de protection pour livrer les repas devant les portes. En France, les piscines seront fermées à Paris et en petite couronne. Ceci pendant 2 semaines à partir du mardi prochain pour les adultes, mais resteront ouvertes aux mineurs, que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé. Concernant les stades et terrains d'entraînement physique, tous les équipements de plein air pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1000 personnes et de respecter la distance de sécurité. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.